Bonjour Jean-Christophe Couvi. Bonjour. Que les auditeurs d'Europe 1 et les téléspectateurs de CNews connaissent. Vous êtes secrétaire national du syndicat de policiers Unité. 3 policiers ont été blessés hier. Le parquet de Paris a déclaré que l'individu était porteur d'un morceau de miroir brisé. C'est le profil de l'assaillant qui a crié Allah Akbar. Il est somalien sous le coup d'une OQTF. D'abord, est-ce que vous avez pu avoir des nouvelles de ces policiers ? J'ai eu des nouvelles grâce, au préfet de police. Hier, il a fait une sortie, effectivement. Heureusement, nos collègues ont été blessés que très légèrement. Effectivement, le mieux, c'est qu'ils n'auraient pas du tout été blessés. Mais voilà, quand on a un individu qui vous fonce dessus sans motif, et vous avez aussi l'effet de surprise, vous y attendez pas, forcément, vos réflexes derrière, c'est une lutte corps à corps pour essayer de maîtriser. Voilà. Et effectivement, à la fin, vous avez des blessures. Est-ce que sur le terrain, vous remonte ce type de comportement, ce type de personnalité de plus en plus fréquente sur le sol de France ? En clair, des jeunes gens qui paraissent ne pas tout à fait avoir leur capacité intellectuelle, et on les croise parfois, on se balade dans Paris, on voit des jeunes gens qui crient, qui hurlent, qui sont tout seuls, on se demande où ils vont dormir, où ils vont, qu'est-ce qu'ils font. Et on n'a pas de statistiques, bien sûr, là-dessus, c'est simplement ce sentiment qu'ils sont de plus en plus nombreux. On le sent, nos collègues nous le disent, nous font remonter. De toute façon, on a l'impression des fois de vivre dans un asile à ciel ouvert. C'est comme ça. J'aime pas le mot fataliste, mais en même temps, on se dit que les pouvoirs publics ne s'emparent pas du problème, en fait. C'est-à-dire, c'est une personne, là, encore une fois, qui a été identifiée depuis l'année dernière, qui a déjà fait cette tentative de saisir une arme sur un policier, sur une personne de la SUGE, c'est la protection de la SNCF. En fait, à chaque fois, le parquet shoot, entre guillemets, en disant que la personne, de toute façon, elle est irresponsable pénalement. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on en fait ? Elle est internée, elle est relâchée. Et on se la retrouve, en fait, on a plein de bombes à retardement qui sont dans la rue. Et effectivement, quand vous prenez le métro, les transports publics, on a l'impression qu'ils se concentrent tous là-dedans, d'ailleurs. Oui, il y a des gens qui parlent tout seuls, qui crient, qui hurlent, qui sont en état de démence. Et en fait, derrière, encore une fois, on attend que les policiers, qui sont toujours en première ligne, fassent le job. Mais nous, on veut bien faire le job, mais qu'est-ce qu'on en fait derrière de ces personnes-là ? Il faut à un moment donné que le gouvernement et que l'État se penchent vraiment sur ces personnes-là qui sont, encore une fois, je le dis, des bombes à retardement dans la rue. Voilà, ça peut tomber sur des policiers. Mais quand vous êtes avec le préfet de police, qu'est-ce qu'il vous dit ? Il vous dit qu'effectivement, lui, il fait ce qu'il peut en fonction aussi des effectifs qu'il a, des places dans les hôpitaux spécialisés, et puis derrière, encore une fois, c'est la loi qui permet un internement ou pas. Et donc, c'est les préfets qui doivent prendre des fois des internements, mais il faut que ces personnes-là soient identifiées et derrière, qu'il y ait des vrais soins. Voilà. Après, les OQTF... on ne peut pas soigner tout le monde. Enfin, on ne peut pas faire accueillir, pour reprendre cette expression évidemment très célèbre, toute la misère du monde. Il y a des gens, il y a un moment, c'est pas possible. Ah, mais ça, c'est sûr que c'est pas possible. Nous, d'ailleurs, encore une fois, je vous le dis, on a un problème pour traiter ces OQTF. Encore une fois, les OQTF, c'est juste un sésame virtuel pour quitter le territoire. Tiens, aujourd'hui, par exemple, je mets au défi l'État de nous dire combien est le stock d'OQTF. Voilà. Je suis sûr qu'ils ne le savent pas. Ils savent combien ils en ont délivré, mais ils savent même pas qui est reparti, qui est resté. Et donc, c'est ça, en fait, qu'on ne maîtrise pas. Et donc, du coup, nous, policiers, on retrouve ces gens qui sont en OQTF, on les ramène encore une fois au commissariat, on essaie de traiter. Là, la personne, elle avait été mise en centre de rétention administrative en début d'année. Elle a été relâchée par le juge de liberté de la détention. Parce qu'elle arrivait... Mais qu'est-ce qu'elle fait entre-temps ? En fait, on comment les laisse dehors. Elle se nourrit ? Elle n'a pas de métier. Non. Donc, ce sont des gens qui sont des mendiants au sens... Des mendiants, il y a du vol, il y a de l'entraide, il y a des associations aussi qui sont là pour les aider. Il y a aussi des communautés qui s'entraident entre eux. Mais surtout, c'est qu'il faut aussi des fois se comparer. Moi, la semaine dernière, je parlais avec une journaliste tchèque parce qu'ils sont très... En fait, la France a un rayonnement international et les pays étrangers sont très inquiets par rapport à ce que la société française devient. Et donc, du coup, elle m'interviewait, elle me demandait, on échangeait de savoir comment ça se passait en Tchéquie. Du coup, j'ai fait des recherches. Là-bas, quand vous êtes un clandestin, un immigré, vous arrivez dans le pays. Vous êtes placé dans un centre fermé d'accueil. Vous ne sortez pas, en fait. Et donc, tout le temps du traitement de votre dossier, que vous demandiez l'asile ou des papiers, vous êtes fermé. Voilà. Donc, vous êtes logé, nourri, blanchi. Il y a de la liberté à l'intérieur, etc. du centre. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais en revanche, dès lors que vous ne pouvez pas vous balader, et dès lors que le sujet, vous avez la réponse, si oui ou non, vous avez des papiers. Si oui, dans ces cas-là, vous sortez, vous vaquez à vos occupations. Si c'est non, vous repartez d'où vous venez. Voilà. Il y a un tri quelque part qui est fait, mais encore une fois, tout le monde peut être d'accord avec cela. On doit immatriculer, en fait. Mais tout le monde peut être d'accord avec cela. Mais surtout que c'est couvert par l'Europe.
puisque la République tchèque, encore une fois, n'est pas un pays hors sol. Est-ce que la situation, la sécurité en France impacte le recrutement des policiers ? Est-ce qu'il y a autant de gens qui se présentent au concours ou est-ce qu'au contraire, vous voyez une diminution parce que le job devient de plus en plus difficile, voire on a une diminution dangereux. effectivement des personnes qui se présentent, du niveau aussi des fois, et surtout c'est qu'une fois que vous avez le concours, là il y a quelques temps, il y a une jeune fille que j'avais aidé d'ailleurs à passer le concours, on lui avait dit comment il fallait faire, elle est arrivée 192e. Voilà, sur le classement national. Et là, elle m'a envoyé un texto il y a 3 jours pour me dire, écoutez, Jean-Christophe, moi je suis dans le sud de la France, j'ai un métier qui me plaît maintenant, elle est coach sportive, etc. Je vais pas rentrer dans la police. Et puis de toute façon, en fait, elle voit aussi ce qui se passe toute la journée. Elle voit aussi qu'aujourd'hui, on nous donne pas tous les moyens de travailler et que quand on a les moyens derrière, le système fait que les gens sont relâchés ou le système ne traite pas les solutions. Et ça, c'est vraiment terrible. Donc en fait, il y a aussi des jeunes qui disent, en fait, je vais pas venir dans la police. Et il y en a même, c'est nouveau, c'est les générations aussi, qui nous disent en entrant, moi je fais mon temps, je ferai peut-être 5 ans, 6 ans, 10 ans maxi, et après je fais autre chose, parce que de toute façon, voilà, le métier ne m'intéressera plus, et puis je vois qu'on nous met des bâtons dans les roues. On a des problématiques aussi pour aller dans les services spécialisés, comme l'investigation, où il y a un désamour pour l'investigation, parce qu'on est arrivé à avoir des procédures qui sont tellement complexes que ça dégoûte aussi les policiers. Aujourd'hui, on fait 80% de paperasse pour 20% de terrain, et donc si vous voulez derrière, voilà, il y a un désamour et ça ne plaît plus. C'est des missions malheureusement qui ne plaisent plus. Un policier qui entre par ce circuit-là, donc qui fait un concours, il est payé combien lorsqu'il entre dans la police ? Alors quand il est à l'école de police, alors de mémoire, il doit être à peu près à 1400, 1500 euros. En revanche, quand il sort, effectivement, oui, alors il est logé, blanchi. Hein. Et quand il sort sur la région parisienne, il est aux alentours des 2000 euros. Voilà. Donc il faut qu'il se loge, il faut qu'il vive. Et là, il a quel âge dans ces cas-là ? Quand il a quel âge dans ces cas-là ? C'est tout de suite après le bac, c'est l'école de police ? En fait, c'est niveau bac, hein, donc vous pouvez, dès lors que vous avez le bac, vous pouvez effectivement vous présenter au concours de police. Mais en fait, il y a tous les âges. Alors, j'ai pas l'âge moyen, médian, etc. Mais il y a aussi voilà des jeunes qui veulent parce que c'est un métier à vocation, qui veulent rentrer effectivement dans la police. Parce qu'ils ont envie d'être utiles à la société. Et en fait, on a tout un système qui les dégoûte aussi de le faire. Voilà. Et quand tous les soirs, vous faites votre mission, votre patrouille, et que parce que vous allez faire une action, vous allez retrouver aux 20h dans les faits divers, eh bien oui, effectivement, à la fin, ça peut dégoûter aussi d'entrer dans la profession. Et lorsqu'on entre, entre guillemets, à l'échelon le plus bas de la police, est-ce qu'une trajectoire est possible ? Est-ce qu'on peut gravir les échelons et puis, pourquoi pas, terminer au sommet, ou est-ce que c'est impossible ? Non, tout à fait, tout est possible. Et en fait, c'est pour ça, d'ailleurs, moi, par exemple, j'avais fait des études supérieures, j'avais un bachelor dans le commerce international, je suis rentré dans la police en tant que gardien de la paix, là aujourd'hui je suis major, et en fait, on se rend compte que dans le métier, il y a pléthore de métiers. Vous pouvez faire plein de métiers différents. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est-à-dire que vous pouvez quand même changer, évoluer, vous pouvez aller faire de l'investigation, vous pouvez aller sur les compagnies républicaines de sécurité, vous pouvez aller travailler à l'étranger, faire du sport, etc. Et là, vous êtes entendu, voilà. Il y a un bon DRH, si j'ose dire, à la police. DRH, alors c'est une grosse machine. Alors des fois, on est quand même en confrontation parce que à la fin, il y a des matricules et nous, on met de l'humain sur du matricule, en fait. Bon, en tout cas, voilà. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. L'occasion de vous souhaiter une bonne année aussi, même si nous avons dépassé le mois de janvier. Je vous disais tout à l'heure la bascule parce que c'est un rendez-vous que nous avons. Voilà, bascule avec moi, c'est un rendez-vous chaque mercredi que nous disons et cela vient d'une anecdote que j'ai racontée 12 millions de fois à l'antenne, mais je la raconte puisque manifestement tout le monde ne la connaît pas et Fabrice Lafitte me dit raconte-la de nouveau. C'est que lorsque j'étais à TF1, tous les mercredis, je voyais la même personne manifestement qui était très contente qu'arrive le mercredi et je lui disais ça va ? Il me dit oui. Ça va parce que ça va parce que ça bascule. Bon, et j'ai effectivement cet homme qui tous les mercredis attendait le mercredi 12h parce qu'il était content, parce qu'une partie de la semaine était terminée et puis il rentrait dans une... Il voulait voir le Club Dorothée peut-être, non ? C'est pas ça Oui, il voulait voir la fin de la semaine, il voulait peut-être qu'il s'ennuyait à TF1, que sais-je, donc il attendait, il préférait la deuxième partie de la semaine à la première. Mais
comme mes amis sont un peu facétieux, ce matin, ils m'ont dit quel est le moment du bascule du week-end. Du week-end, on en ma était là. question, Oui, c'est ça. On en était là ce matin. Alors là, chacun. Alors, je crois Dimanche 14h, non? Dimanche 14h pour vous, c'est le moment où le week-end se termine. Oui. Bon, bah écoutez. Dimanche 17h plutôt. Dimanche 17h pour Fabrice Lafitte. Bon. On a des questions intéressantes, hein, Jean-Christophe Couvi. On a tous des métiers particuliers. C'est que les policiers n'ont pas tous le 1er de l'an, tous le Noël, tous les jours fériés. Et les journalistes aussi, je sais, pour les côtoyer maintenant, je sais qu'ils ont des horaires très particuliers. Et en fait, c'est marrant de travailler à l'envers de la France normale. C'est plutôt agréable, en fait. C'est agréable. Moi, je trouve que c'est plutôt agréable. Quand je bossais le samedi et le dimanche, en fait, j'adorais être le mardi et le mercredi oui, mais des libre. fois, vous coupez de votre famille aussi. C'était pour ça que j'adorais. J'avais pas les enfants à garder tout le week-end. Je faisais chic. Je vais voir un match de foot. Il est 12h14. D'évoquer tous les problèmes de sécurité. On a parlé évidemment de cette attaque hier contre des policiers à Paris. Le profil de l'assaillant, qui est un Somalien sous le coup d'une OQTF. On pourrait également évoquer, c'est Sarah Knafo qui en parlait également, l'ultra-violence des mineurs. Et Sarah Knafo, dans le JD News, dressait un réquisitoire sans concession. Que vous disent vos collègues confrontés à cette ultra-violence de jeunes gens parfois qui ont 12 ans, 13 ans et peut-être même encore plus jeunes? En fait, on voit monter justement cette ultra-violence. Aujourd'hui, les jeunes, et on n'arrête pas de le dire, n'ont plus d'empathie envers les autres. Et surtout, c'est qu'il y a cette propension à avoir des couteaux. Alors les couteaux, aujourd'hui, en fait, dans certains quartiers, effectivement, ça touche aussi une certaine population. C'est souvent des gens qui socialement sont défavorisés, ne vont pas forcément à l'école, et donc se créent leur propre société. Et quand vous êtes un homme, vous devez vous régler vos problèmes seul. Vous n'allez pas vers les adultes, vers la police ou la justice. Et donc c'est aussi ça. Donc vous avez un couteau pour vous défendre, pour marquer votre territoire, parce que du coup, ça fait peur. Et donc, si vous voulez, vous avez ce besoin de contrôle et de pouvoir sur les autres. Et le fait d'avoir une arme, le fait d'avoir un couteau, ça vous donne ce pouvoir sur les autres. Voilà. Ça, on le voit. Et effectivement, que répond encore une fois, l'État, l'administration, on a créé une amende forfaitaire délictuelle de 500 € pour quelqu'un qui porte un couteau, sauf que dans les cas des mineurs, les mineurs ne la payent pas. Et quand vous regardez, par exemple, par rapport au stup, c'est 200 €. Il n'y a que 30 à 40% d'amendes qui sont recouvrées. Donc du coup, en fait, vous pouvez inventer tout ce que vous voulez. C'est surtout accepter le fait que les procureurs de la République sont dépassés et que normalement, quand vous avez un couteau, la loi peut vous donner justement 1 an de prison, 15 000 € d'amende. Aujourd'hui, je ne connais pas quelqu'un qui fait 1 an de prison parce qu'il porte un couteau. Un lycéen de 17 ans a été poignardé hier dans la cour de son établissement à Bagneux, dans les Hauts-de-Seine. Son pronostic vital est engagé. 2 personnes ont été interpellées lors d'un différend entre élèves durant une pause. Un étudiant majeur en BTS aurait attaqué le lycéen au couteau, le blessant près du cœur. Cet étudiant qui avait pris la fuite a été retrouvé par la police et interpellé par un autre élève qui l'avait aidé à prendre la fuite. Charles est avec nous, il est enseignant. Bonjour Charles. Oui, bonjour. Vous nous appelez souvent, vous habitez Montpellier, vous avez peut-être une analyse ou une question à poser à Monsieur Couvi. Alors, moi déjà, par rapport à ce qui s'est passé sur les policiers hier, je trouve que c'est un véritable scandale national. Parce qu'en fait, les Français subissent le manque de courage politique de nos dirigeants. C'est du courage, c'est vraiment un manque de courage politique. Voilà. Je pense que Macron et d'autres, parce que Monsieur Macron finalement, il est dans la continuité de ce qui s'est passé avant. Bon, sauf que maintenant c'est devenu le président des épiphénomènes à s'occuper des vacances scolaires. Enfin bref, passons. Mais je pense que vraiment ces fichiers S, ces OQTF, etc. Bon, je veux dire, ils sont répertoriés, mais bon sang, mais c'est une escroquerie intellectuelle le fait de les répertorier, parce qu'en fait ils sont sur le territoire. Il y a un manque de courage politique qui est flagrant. Et le problème, c'est que voilà, en France, on est fâché avec l'autorité. On est fâché, et le problème, c'est que c'est quelque chose que les Français subissent dans leur chair, parce qu'ils sont agressés, parce qu'ils sont tués, et c'est un véritable scandale. Ça devrait être une cause nationale que ces OQTF. Pendant combien de temps encore va-t-on subir ces actes barbares en France? Combien de temps? Combien il va falloir d'agressions, de morts pour que on puisse peut-être se dire tiens, peut-être qu'il faudrait peut-être bouger, taper du poing sur la table et se faire respecter. La France, à ce niveau-là, passe son temps à se coucher
c'est quand même incroyable. Nos dirigeants ont du sang sur les mains. Je suis désolé. Voilà, ils ne prennent pas leurs responsabilités quand d'autres pays les prennent. Et tout ça, alors au nom de je sais pas trop quoi, au nom sûrement des droits de l'homme. Non, moi je fais pas la même analyse que vous. J'ai l'impression que la machine est tellement folle qu'on peut plus l'enrayer, parce que je fais pas le procès à Bruno Retailleau et à Gérald Darmanin de ne pas vouloir faire bouger les choses, Jean-Christophe Couvi. Oui, mais j'ai l'impression que aujourd'hui, dans ces domaines-là, on ne peut plus rien faire et on est impuissant. Non, mais c'est parce qu'en fait, on a 20 ans, on a laissé filer pendant 15 à 20 ans. Et donc, du coup, effectivement, aujourd'hui, ça nous pète au visage. Je suis désolé de dire ça, mais nous, encore une fois, les policiers ont fait des notes qu'on envoie à la présidence, qu'on envoie au Premier ministre, qu'on envoie aux ministres intéressés. Et toutes ces notes, depuis 10 ans, 15 ans, ils les ont. Ils savaient très bien, il y a 10 ans, qu'on allait dans le mur, notamment avec le narcotrafic, etc. Et donc, en fait, effectivement, le pouvoir politique, souvent, alors par calcul politique, etc., ne prend pas les responsabilités qu'il faut en temps et en heure. Et donc, on peut pas dire « je ne savais pas ». C'est un peu comme maintenant, vous savez, avec la ceinture de sécurité, ou quand vous fumez dans les voitures, vous pouvez pas dire « ah ben, je savais pas que j'allais polluer mon gamin », ou etc. Voilà, vous ne pouvez pas dire ça. Et donc, en fait, nous ce qui nous agace sur le terrain, c'est que moi, mes collègues, tout tient sur leur bonne volonté. Et il y a franchement, plus ça va, plus il y a des collègues qui nous disent, moi j'en ai marre, je pars parce que de toute façon, il me tarde même la retraite pour certains, je me reconnais plus dans le métier de policier, j'ai l'impression de servir à rien, etc. Et donc tout le monde baisse un peu les bras et les épaules. Donc derrière, il y a des discours effectivement qui sont très puissants, etc. Mais encore une fois, on a besoin d'actes. Et donc il faut tout refonder. C'est terrible. Ce que vous dites est terrible parce que moi ça me fait de la peine, parce que s'il n'y avait que dans la police, mais c'est un discours que j'entends dans l'hôpital, à l'hôpital, c'est un discours que j'entends à l'école, c'est un discours que j'entends un peu partout et qui effectivement nous chagrine parce qu'on ne voit pas le bout du tunnel et on a l'impression que chaque année qui passe c'est pire que l'autre. Merci beaucoup Charles, qui est enseignant à Montpellier. Merci beaucoup, il est 12h25. Merci. Je vais remercier cette fois Monsieur Couvi, sauf si Monsieur Tessier me demande de le garder, parce que c'est Monsieur Tessier le chef. Monsieur Couvi est libéré. Libéré et bien